Gérard Depardieu, bonsoir. Bonsoir Christian. François Perrier me disait que quand vous jouiez avec lui, Tartuffe, vous apportiez sur scène tout ce que vous aviez, comment dirais-je, capté dans la journée. Ce qu'avait été votre journée, vous l'ajoutiez dans le jeu et que ça constituait un plus. Bon, dans une interview, c'est peut-être un petit peu comme ça. Qu'est-ce que vous m'apportez aujourd'hui? C'est la fatigue, c'est la sérénité, vu le succès de Cyrano? Comment est Gérard Depardieu au moment même là? Je suis un petit peu énervé. Non, pas vraiment énervé. Non, je sais pas, je viens de passer 4 semaines, 5 semaines là, avec Peter Weir sur le film qu'on est en train de tourner là à New York. Alors, je suis un peu, pas décalé vraiment, je suis un peu énervé je suis un peu énervé de ne pas travailler. Voilà. Hein, c'est tout. Mais non, je suis très bien, je suis très content de te voir, je suis très content de voir toute l'équipe. Tout le monde, non, c'est bien. Alors, c'est Cyrano, nous allons en parler beaucoup en deuxième partie d'émission, pour cette édition de Spécial Cinéma que nous te consacrons. Il y a une très très belle phrase de toi concernant ce Cyrano, et je ne résiste pas au plaisir de la citer. Tu dis, celui-là, en parlant de Cyrano, je ne voudrais pas que l'on me le salisse, je voudrais le garder bien au chaud. Ah oui. Non, c'est un personnage, c'est forcément... C'est un personnage qui nous ressemble tous. Je crois qu'on a tous un Cyrano en nous, hommes comme femmes. C'est un personnage que j'ai eu beaucoup de plaisir, non seulement à découvrir et puis à vivre, parce que je l'ai découvert dans l'adaptation qu'on a fait Jean-Claude Carrière et Jean-Paul Rapneau. Bien entendu, j'avais vu la pièce au théâtre avec Jacques Weber, qui était remarquable d'ailleurs. Et qui est remarquable dans De Guiche. Je pense que c'est un parcours magnifique d'humilité, c'est un parcours que les comédiens devraient faire. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment bien jouer De Guiche sans avoir fait Cyrano et vice-versa. Alors, non, c'est vrai que tant de grands sentiments s'échappent de ce Cyrano, tant de valeurs et tant enfin, comment dire, c'est quelqu'un qui est propre, quoi. Alors, bon, on n'a pas besoin de... Tu avais peur quand même de le livrer sur la place publique, c'est-à-dire sur les écrans? Ben, on a toujours peur, surtout sur les écrans, parce qu'il n'y a pas cette espèce de magie qu'il y a au théâtre, quoi. C'est-à-dire qu'au théâtre, on vit en direct des émotions, enfin, on respire dans la même salle. Au cinéma, on est toujours un petit peu... Enfin, on a peur que les Alexandrins encombrent. Moi, je n'avais pas peur de ça, mais il est vrai que pour ceux qui prenaient... Enfin, que pour décider, les décideurs, si j'ose dire, il faut vraiment leur balancer de l'alexandrin en leur disant « Mais je vous dis que c'est normal, que c'est la vie qui n'est pas normale, qu'on devrait tous parler en alexandrin. » Et donc, on perd beaucoup de temps à convaincre des décideurs, finalement. Et il faut conserver l'énergie, presque une énergie d'enfant, comme Rapneau l'a conservé, une naïveté d'enfant, pour garder ce jus qui peut donner l'insouciance, la naïveté, la force et tout ce qui existe dans Cyrano, quoi. On va en parler beaucoup tout à l'heure. Je sais que c'est très difficile pour un acteur, parce que quelques années ont passé, enfin pas tellement, puisque nous allons diffuser ce soir, Sous le soleil de Satan, de Piala, et dans lequel tu campes l'abbé Denizan. Alors, je vais te demander un peu un effort pour revenir à cet instant-là. Je crois que tu disais qu'au départ, tu n'es jamais amoureux d'un rôle, qu'il faut un peu de temps d'approche, de l'apprivoiser. Non, je crois qu'on peut pas... Moi, je crois que je suis plutôt amoureux du rôle après. En général, on aime ce que j'aime, c'est l'aventure dans un rôle. Je ne connais rien du rôle à l'avance. Et là, a fortiori, avec Maurice Pialat, je connaissais son désir, son envie, sa passion intacte encore de transcrire Bernanos à travers l'abbé de Nissan et Menou-Ségré. Et je crois que j'ai fait une chose qui était vraiment très bien menée, puisque je connaissais Maurice, et qu'il cherchait un acteur pour jouer Menou-Ségré, que je l'ai laissé venir, et puis qu'il me présentait les acteurs, puis bon, je voyais bien que ça, il me disait, ben oui, mais on va retomber dans le cinéma. Et puis il attendait ce que je lui dise. Alors j'ai attendu comme une vieille salope, et je lui ai dit, mais pourquoi? Il fait, bien entendu qu'on ne va pas chercher un acteur, puisqu'on en a un, c'est toi. Alors tu n'as qu'à le faire, tu vas faire Menou-Ségré, puisque Menou-Ségré met en scène Denissan, en scène de sainteté.
bon, ben, toi, tu es là pour ça et il n'y a aucun problème. Donc, si tu ne fais pas Menou Ségré, je ne fais pas Denisant. Alors, on ne fait pas le film, alors c'est comme tu veux. On va parler de vos rapports plus tard, parce que ça, c'est très intéressant. Ce personnage de l'abbé Denisant, je pense qu'il y avait quelque chose qui devait te fasciner, c'était ce côté blocage qu'il avait intérieur, et surtout ses espérances de sainteté, non? Ce qui est surtout fascinant, c'est les vertiges, quoi. C'est ces gens qui comme un peu comme chez Cyrano, il y a toujours un moment, enfin, si on pouvait filmer le background de ces personnages, ce seraient des errances terribles, ce seraient des brûlures totales. Je crois que ce sont des gens qui sont, c'est un peu comme dans Gilles de Rais, puisque je travaille Gilles de Rais en ce moment, Oui. ce sont des gens qui ne sont pas que des monstres. Les saints sont toujours à la limite de la folie. Je ne mets pas Cyrano dans cette chose-là, mais il y a quand même quelque chose d'inquiétant chez Cyrano. Oui, oui. La quête est inquiétante. Chez Denisant, c'est plus fou, c'est plus direct, parce que c'est une passion, je veux dire, presque plus pure, qui est celle qui est l'indéfinissable, quoi, qui est Dieu, où est le bien, où est le mal, où commence-t-on, enfin, comment on peut. Et ce type cherche véritablement ça dans une tête un peu qui n'est pas faite pour ça, et il dégonde. Un mot sur Sandrine Bonnaire, c'est un joli parcours. On va la voir dans La prisonnière du désert de Depardon. Il y a quelque chose, il y a une grâce chez elle, enfin tu es mieux placé que moi. C'est une mouchette idéale, Sandrine Bonnaire. C'était une mouchette idéale, menée par Maurice, hein, parce que je n'ai pas vu Sandrine là dans son brèche, j'ai pas suivi le parcours, j'ai suivi quelques-uns de ses entretiens. Je l'ai trouvée un petit peu sèche parfois, elle est beaucoup mieux que ce qu'elle dit finalement. Voilà qu'elle pense un peu moins, je dirais. Elle serait plus elle-même. Elle grandit. Oui, mais il faut se méfier, ça. C'est pas parce qu'on grandit qu'il faut forcément devenir s'imposer des choses à dire. On n'est pas à l'abri de la connerie. Un commentaire tout de même sur Sous ce soleil de Satan, dans le livre, Gérard, que tu as écrit, qui est d'abord magnifique, qui s'appelle Lettres volées. Ce sont des lettres à plusieurs personnes, à des metteurs en scène, à des acteurs, à des actrices, et puis même à des plus proches. Tu parles de Piala, et tu dis, nous sommes deux chefs de bande, et nous devons nous partager les territoires. Les débuts ont été très tumultueux, après Loulou, et puis maintenant, je crois que ça y est, oui, l'harmonie, hein, ça y est. C'est pas tout à fait. Non, ça y est, on est repassé dans une phase de tumulte, mais Non, Maurice est excessif, comme moi je le suis, mais pas pour les mêmes raisons. Maurice est un énorme artiste, un monstre. Je dirais que ça se situerait plutôt dans la famille des peintres. C'est quelqu'un qui peut être très méchant, très violent. Moi, il y a longtemps que ces coups de griffe, je veux dire, me font plus rien, me font plus saigner. Et tu dis ensemble, on avance, on ne fait pas que des films. Oui, bien sûr, c'est vrai, quand on est au contact d'un homme comme Maurice, il y a... Bon, je veux dire, moi, je me sens très bien avec lui, parce que c'est vrai que je le bouscule énormément, comme je pourrais bousculer un père, je bousculerais un copain, un frère, quelqu'un de... Et lui, pareil. Sauf que moi, je suis plus malléable, je suis quelqu'un de plus... Il ne supporte pas mes autres tournages, mes autres films. Il ne supporte rien de ce que je fais ailleurs. Et moi, c'est pas des relations de femme à homme, de couple, c'est pas ça. C'est beaucoup plus violent que ça. Alors, il se fait encore un mal de chien à se couper, et en disant, mais pourquoi c'est pas moi, c'est lui. Alors moi je lui dis, enfin Maurice, bon, arrête tes conneries, si t'as envie de perdre du temps avec ça, tu gardes ton souffle, ok. Il fait quand même partie des metteurs en scène qui ont compté pour toi, je crois, dans la liste. Ah, mais c'est pas les metteurs en scène, c'est Truffaut, Piala, oui, ce sont des amis, Weber. Ce sont des vrais amis, quoi. Ce sont des vrais amis. Je veux dire, on a nos périodes chaudes, froides, des choses comme ça, mais ce sont des amis. Peut-être, en sortant d'un film de Maurice, c'est avec Maurice que j'ai le plus envie de faire du cinéma, par exemple, en tant que réalisateur, en tant qu'auteur. C'est sûr. Parce qu'avec Maurice, tout est possible. Et c'est vrai. D'abord, j'imagine que quand tu es arrivé sur ce tournage, parce qu'on n'arrive jamais innocent sur un tournage, il y a ce qui a précédé. Oui. Je crois que tu dis que tu n'étais pas en break, en rupture, mais épuisé et un peu
un peu désenchanté? Tu avais une période... Non, Flou. j'ai repris. C'était pas véritablement une période floue. Je travaille beaucoup et parfois je suis, comme je disais au début de l'entretien, énervé. C'est quand toutes ces choses s'en mêlent. C'est un peu quand on a l'impression de caresser 3-4 personnes à la fois et d'être dans une partouze. Et moi, j'aime pas trop ça. Je n'arrivais pas à situer véritablement où j'étais là-dessus. Bon, c'est la passion mélangée de Rapneau et de carrière qui m'ont remis en ligne et surtout en fin de parcours. Les premières passions étant celles de Jean-Louis Livy, de René Klettmann et Michel Sédou, qui étaient les producteurs comme ça. Enfin, Livy, qui était mon agent, qui a relancé donc l'affaire Cyrano derrière, encore une fois, cette passion qu'avait Jean-Paul Rapneau. Et il a trouvé donc René Klettmann, avec lequel j'avais fait 5-6 films, entre autres. Et puis avec Michel Sédou. Bon. Et quand on s'est retrouvé avec Rapneau en répétant à l'opéra comique Cyrano, sur une adaptation aussi fraîche, aussi lyrique, je dirais, je me suis dit, bordel, ça c'est un bijou. C'est vrai qu'il ne faut pas le salir ni le rater. Et donc j'ai travaillé beaucoup, j'ai travaillé en dessous de ce qui allait se passer quand j'arrivais en Hongrie. C'est-à-dire que tout ce que je faisais à Paris, c'était des petites esquisses de ce qu'on pouvait faire. Et Jean-Paul a été très surpris, y compris tout le monde d'ailleurs, que j'ai attaqué très très fort. J'ai attaqué très violent, un théâtre d'Aîné, un coquin, ne t'ai-je pas dit à l'instant, hors de scène à l'instant, et tout. J'ai attaqué tellement fort, alors il me dit, mais t'es sûr que c'est pas trop fort? Je dis, comment c'est pas trop fort? Je dis, je sais pas, moi, je pense que c'est au moins ça, parce que si on veut sortir le théâtre dans la rue, il faut être aussi violent au moins. C'est pas violent panache, avec panache, véritablement violent. C'est quelqu'un qui souffre de cet homme, de ce Silène qui est en scène et qui le dit. Qui le dit comme fort. Et qui me fait une démonstration qui après se laisse emporter par le jeu. Quand il lui dit « Jeune oison, j'ai 2 raisons dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable qui gueule et qui soulève avec des hants de porteur d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler. » Bon. Donc ça, il y a de la violence, c'est rentré, mais il faut quand même que les 400 ou 500 personnes dans le théâtre l'entendent. Donc il faut une énergie terrible. Et pendant une semaine et demie, le théâtre a duré 3 semaines, donc une semaine et demie. Répétition. Non, les répétitions, je les ai faites à Paris. Je me suis retrouvé directement à Budapest, alors que l'équipe avait commencé à tourner une semaine. Et puis, bon, c'était une mise en place comme ça. Et ils ont tellement été surpris de mon attaque qu'ils ne savaient plus. En fait, en vérité, j'engueulais l'équipe. J'engueulais l'équipe parce qu'ils avaient peur. Tu avais peur, toi aussi? Non, pas du tout. Je n'ai jamais... Tu t'es pas dit, ça c'est la pièce préférée des Français, d'après un sondage? Non, ça se dit avant qu'on accepte, avant qu'on dise oui ou non. À partir du moment où on dit oui, c'est plus de la peur qu'on a, c'est une immense énergie. Et il n'y a pas de peur. Pour moi, j'en ai pas, je n'en éprouve aucune. Je n'éprouve de la peur que quand je ne suis pas devant les médias, quand je ne suis pas sûr, mais je ne sais pas. Est-ce que tu sens quelquefois que les batteries sont vides? Non, quand je le sens, oui, je le sens quand il n'y a aucune décision. Je le sens quand je suis hors champ, finalement, quand je ne vois personne. Est-ce que tu crois beaucoup qu'à un moment donné, un acteur doit rencontrer un rôle et c'est comme une fusée, tu sais, il y a une orbite très précise. Il ne faut pas que ce soit trop tôt ni trop tard, à un poil près. Non, je pense que la rencontre, on ne s'en rend pas compte. On sent qu'il y a quelque chose, mais on ne se rend pas. On ne se rend pas compte à quel point ça peut être une rencontre. J'ai eu plusieurs rencontres dans la carrière de cinéma. J'ai eu Martin Guerre, j'ai eu les Valseux, j'ai eu Martin Guerre, j'ai eu Danton, il y a eu Cyrano. Denisant n'est pas véritablement une rencontre, c'est le fruit d'un travail à deux, c'est une rencontre. Je dirais que c'est l'aboutissement d'une passion qu'on a. Enfin, c'est-à-dire c'est de mettre à nos auteurs, c'est un combat un peu comme une joute de Moyen-Âge, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment des types qui se prennent un coup de marteau, comme ça, paf, pour savoir celui qui tombera le premier. Donc on ne peut pas dire que ce soit une rencontre, c'est plus un choc, tous les deux, avec Maurice. En ce qui concerne Cyrano, moi j'avais donc l'énergie et l'enfance de Cyrano, le rêve d'enfance. Et puis je l'ai pris vraiment à mon propre compte, parce que je l'ai pris exactement, ça fait 20 ans que je fais Cyrano dans ce métier finalement. Oui, je dis que tes sentiments de Cyrano sont à ton image. Je pense que j'ai toujours fait ça. Je n'ai jamais pu
penser un seul instant que toutes ces actrices que je caressais auraient pu avoir un autre sentiment que celui qu'a Cyrano pour Roxane. Tu veux dire que tout comme Cyrano, tu refusais ton image? Ah bah bien entendu, je veux dire, bien sûr. De toute façon, ça c'est... Je n'ai même pas besoin de l'expliquer, ça se voit dans la chose et ça se voit dans mon comportement et dans la vie. Et ce n'est pas... C'est comme ce matin, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui me dit « mais il ne faut pas se mettre en colère ». Je dis « c'est pas le moment de me dire de ne pas me mettre en colère, je sais ce que je fais ». C'est quand même terrible, on va pas nous... Alors, il n'y a rien de plus chiant que quelqu'un qui vous dise « mais non, t'es beau, t'es bien ». C'est pas ce problème-là, c'est pas une question de beauté, c'est pas une question, c'est une question de... Il y a quelque chose d'autre, il y a une question de feeling à l'intérieur qui est... Quand je t'écoute parler, et ça fait à peu près 20 ans que je t'écoute parler, on a dû faire 6 entretiens, tu as toujours ces formidables accélérations de vibrations d'âme, dans une conversation même courante comme ça que nous avons. Ben oui, mais c'est quand même... Moi, je ne peux pas faire autrement, je ne les compose pas, disons qu'elles sont là, et je fréquente que des gens qui sont comme ça, finalement, parce que ce soit Jean-Pierre Coff, qui a un pouvoir d'indignation magnifique, de même que Carmé, qui a un grand pouvoir de voyageur, de vagabond, et qui n'est pas dupe du tout, qui peut faire comme si, mais c'est les vrais voyageurs, ceux-là. Ce sont des gens qui survivent, c'est-à-dire que devant des gens qui vous mettent en colère, où on se met enfin, on peut montrer une colère, mais on n'est pas en colère. L'adaptation de carrière, je disais qu'elle avait bien mis en valeur cette histoire d'amour, cette déception. Et je trouve que là, tu donnes dans un registre, enfin on pleure quoi, soyons précis, on pleure en sortant de Cyrano. Oui. Mais on pleure sur Cyrano, on pleure sur soi hein, aussi. Moi je ne fais que rendre ce que... Je ne fais que rendre ce que j'écoute de la pièce ou des autres, de mes partenaires. Un acteur n'est pas fait pour pour se rencontrer, j'allais dire. C'est vrai. Je crois que c'est l'inverse. C'est ça l'art de la rencontre. C'est de rencontrer. Mais c'est pas se rencontrer. Et je pense qu'il y a aussi, j'ai été énormément aidé par justement la distribution magnifique qui a été dedans, qui sont des gens qu'on a peu vus au cinéma. Il y a eu une véritable rencontre et une naissance avec Jacques Weber, qui avait lui toujours eu des problèmes vis-à-vis du cinéma, des problèmes d'image, des problèmes intérieurs à lui, qui lui est propre, des problèmes de peur, à dépasser. Et ça demande beaucoup de courage, parce qu'on est quand même dans la lumière face à tout ce qu'on déteste, ce qu'on est soi-même. Et moi je lui ai dit, ce que tu es certain, malheureux, ce que tu es certain. Tu vas bien aller faire un tour chez lui dans son théâtre à Nice? Mais oui, j'irai, de toute façon, il le sait. C'est quelqu'un avec lequel on doit avoir envie de... Non, c'est un homme d'autant plus en ce moment. Moi, je l'ai rencontré sur... Bon, ça faisait partie de la bande du conservatoire dans laquelle il y avait Spicer, Weber, Huster, enfin tous les airs. Et moi, j'étais complètement marginal et à part, puisque j'ai fait un chemin... On m'a refusé, on m'a acheté au conservatoire. La cloche tout de suite. Dès que j'arrivais en scène, bling, non, pas lui, surtout pas. Oui, mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Régis, il y a eu Marguerite Duras. Ça va. Non, mais ça, c'était des gens qui étaient, bon, en dehors de là. Oui. En tout cas, Jacques, lui, moi, dans les premiers temps où il a fait du cinéma, il était extrêmement contracté. Il ne comprenait pas il avait besoin d'un rapport intellectuel avec le cinéma. Je lui dis, c'est le contraire de l'intellectuel, le cinéma. Il faut le dépasser pour essayer de le retrouver, de le surpasser. Si intellectuel il y a, il faut non seulement le contrôler, mais il faut en faire de la poésie. 60 films, à peu près 20 ans de carrière. Oui, ça tombe ça comme un espèce de bilan. Est-ce que le plus difficile, est-ce que ça n'a pas été de faire accepter par le public, le grand public que tu touches maintenant, la violence intérieure qui était inhérente à toi? Moi, je ne pense pas que ce soit une difficulté, je pense que c'est plutôt une chance. Je crois que le plus difficile, c'est de commencer avec du succès. Vraiment, quand on l'a, c'est horrible. Quand on a un succès énorme et qu'on ne connaît rien, hein, ça c'est terrifiant. Il y a plein d'exemples comme ça, combien de fois depuis que je fais ce métier, j'ai vu ça a commencé par les Bruno Pradal, les Renaud Verlet, et là récemment les Christophe Lambert. Alors ça, c'est catastrophique. Ne me parle pas des entrées, parce que alors sinon, je reprends la lettre que tu as envoyée à Ferreri, tu crois aimer les gens, tu veux dénoncer, mais en fait, c'est le box-office dans la tête. C'est une lettre féroce que tu lui as envoyée dans ce... Non, mais ça, je n'aime pas du tout cet esprit-là, d'ailleurs. Non, mais on parle... Chez quiconque, quiconque. D'ailleurs, je n'aime pas pourquoi, c'est parce que je perds un ami. Quand j'entends ces esprits-là, quand j'entends ces choses-là, je perds quelqu'un, obligé. Alors donc, je suis beaucoup plus déçu
de lui est déçu de ce que je perds, finalement, c'est tout. Donc, finalement, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment la passion qui continue. Et quand j'aurai plus envie de faire ces choses-là, eh bien, c'est parce que nos choses sera ailleurs. Ça ne veut pas dire que je dirais c'est pas bien, ça me fait chier. Non, c'est parce que je serai parti ailleurs. Tu dis je me sens frais de nouveau, alors. Oui. C'est pas encore ailleurs, hein. Non, pas forcément, mais c'est vrai que dans tous les films qu'on me propose, si jamais j'acceptais, enfin la ligne est de plus en plus dure à tenir parce qu'il faut toujours, ce que je disais, convaincre. Convaincre les gens que leurs audaces sont les plus belles et non pas que leur raison est la meilleure. C'est l'inverse. Alors donc, je passe un temps fou, je perds un temps fou et j'ai l'impression de radoter parfois. Tu ne crois pas que c'est inhérent à toute expression artistique? Oui, certainement, mais en tout cas, c'est lourd. C'est bien quand on est un peintre ou un musicien, parce que, ma foi, je veux dire, on prend un pied immense à jouer de la musique ou à peindre, même si on fourre vos toiles enfin, on prend un plaisir. C'est pas vrai, je veux dire encore, c'est pas, entendons-nous par l'idée, mais enfin, on donne quelque chose de direct avec soi-même. C'est un peu la même chose que on a envie de s'entraîner, et il faut être deux. C'est pour ça que je n'aime pas le tennis, parce qu'il faut toujours aller chercher un pote. Alors, bon, et ça, c'est toujours la chiotte. Le golf, ça me gonfle, parce que, alors, vraiment, la canne et le trou, vraiment, chercher à mettre une balle dans un trou, ça me gonfle. Alors, en général, je cours. Oui. Je cours tout seul, à Central Park. À Central Park ou ailleurs. Je cours tout seul et je vois en courant plein de gens. Tu as donné des éclairages sur ce parcours de carrière, je dis des éclairages, hein, sur quelques metteurs en scène, et bien entendu, on ne peut pas ne pas les évoquer. Premier éclairage, François Truffaut. Je crois que tu dis de La femme d'à côté, d'avoir tourné avec François, tu dis, j'ai jamais fait un film aussi étrange. Ben oui, parce qu'il était étrange aussi à lui. C'est un film qu'il avait en lui depuis 20 ans, de même que Bertrand Blier dans Tenue de soirée, par exemple, ou même dans Trop belle pour toi. C'est ça les artistes, je dirais. Il y a des choses qu'on a en nous qu'on ne sait pas comment ça... Comme Cyrano, on les a en nous, mais on ne sait pas. Peut-être que le bateau, il n'est pas dans le bon sens, quoi. Il faut arriver à choper le bon sens, et là, on n'a même pas à pousser. On s'en va avec lui. Autre éclairage, Francis Weber, avec lequel tu as fait trois succès, enfin oui. 3 triomphes, hein, oui. La oui. Chèvre, Les Fugitifs et Les Compères, oui. Et qui fait une très belle réussite en Amérique. Pourquoi tu l'as classé parmi vraiment les rencontres importantes? Francis, c'est pas péjoratif à ma question. Parce que d'abord parce que c'est quelqu'un de très important, Francis, comme tous ces gens qui sont. Alors là, voilà, c'est vraiment un travail d'orfèvre et de. Je crois que c'est celui qui est le plus, disons, à protéger, Francis. Parce que c'est quelqu'un qui travaille sur un sujet extrêmement difficile, qui est à la limite de l'absurde et de la folie, quoi. Je crois qu'il y a une caractéristique qu'on peut donner de l'observateur extérieur que je suis concernant ton itinéraire. D'abord, tu t'es jamais épargné, tu n'as pas géré au sens épicerie du terme ta carrière. Et je crois que tout le monde dit de toi, enfin tes partenaires, c'est ta générosité. Il y a un film type de ta générosité, c'est Camille Claudel. Parce que Camille Claudel, on ne peut pas dire que Rodin soit un personnage sympathique dans le film, et que, évidemment, l'héroïne qui occupe tout, c'est Camille. Isabelle, oui. C'est Isabelle, dont d'ailleurs, dans ton livre, une fois de plus, tu as une lettre à Isabelle qui est magnifique, et tu lui dis, entre autres, toi, tu es une guerrière, tu règnes, quoi. Elle t'épate vraiment. Les femmes m'épatent dans ce métier. Bon. Isabelle, autant que Deneuve, que Bouquet, que Andy McDowell, que toutes les filles, mais les femmes m'épatent dans ce métier. C'est un métier qui n'est pas, c'est un métier extrêmement misogyne. C'est un métier où les femmes qui sont fragiles peuvent perdre leur vie. Hein. On a vu Romy Schneider. C'est un métier où elles peuvent perdre, en plus aussi, il faut essayer de ménager cette féminité, quoi. Il ne faut pas qu'elles la perdent trop, il ne faut pas que ça devienne des monstres. Alors que les hommes, eux, peuvent se féminiser. C'est ce que tu dis, oui. Voilà. Que les femmes se durcissent. Hein. Voilà. Et donc, je suis toujours admiratif de ce combat, quoi, comme ça. Et je trouve que, quand je dis je préfère les actrices, ça peut être à double sens. En plus, c'est mieux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ces rapports un peu idiots qu'on a entre acteurs.
sauf des acteurs qui ont vraiment beaucoup de bouteilles, et qui ont Qu'est-ce que tu vécu. appelles les rapports idiots entre acteurs? Oui, parce qu'il y a toujours ces rapports, il y a toujours, enfin surtout dans les écoles modernes d'acting, par exemple, il y a Tout toujours ce que tu une- détestes? Oui, l'acting. il y a toujours une telle douleur. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils souffrent à jouer. Alors je dis, mais bordel de merde, si tu peines autant à jouer, pourquoi tu fais un autre boulot? Qu'est-ce qui t'amuse dans ce travail, puisque tu pleures à chaque prise? Qu'est-ce qui peut t'amuser? Alors je dis, c'est le fait de pleurer. Mais on n'en a rien à foutre de tes larmes. On ne veut pas les voir. Alors, en fait, ce sont des rapports de petit ego comme ça qui sont agaçants, irritants. Et ça, c'est ce qu'on leur apprend à l'école. Alors, pour se débarrasser de ça, il en faut du temps. Mais nous parlions d'Isabelle, on va voir tout de suite un extrait de Camille Claudel, une scène avec elle et toi. Et c'est très curieux, Isabelle, qui a un talent immense, c'est un lieu commun, se protège complètement, se réfugie derrière les pages glacées des magazines. Oui. Et comment tu expliques ça, toi qui la connais bien? Non, mais ça, moi, je peux pas rentrer dans cette vie-là d'Isabelle. C'est encore peut-être une question pour se rassurer ou les choses. Je sais, tout ce que je sais, c'est que quand elle va dans un rôle, elle va au bout, avec les moyens qu'elle entend, qui sont parfois très lourds à porter pour l'entourage et les choses. Mais là, ça, c'est la cuisine intérieure d'une actrice. S'il n'y a que le résultat qui compte. Quand on voit quelqu'un qui se balance dans la folie, même si c'est un peu... Bon, et après, il y a un dosage qu'il faut, mais ça, il faut beaucoup de films et puis beaucoup comment dire, d'expérience pour pouvoir arriver à doser. Il faut être monstrueux. C'est Bertrand Blier, et tu as une très belle phrase quand tu lui écris. Tu lui dis « Je te protège comme je peux ». Oui, parce que c'est un type qui n'est pas protégeable. C'est quelqu'un qui a... C'est d'abord, c'est le fils d'un acteur magnifique, génial, méchant, avec cette distance, encore une fois, méchant, autant méchant qu'il peut être bon, puisque moi j'ai eu finalement la chance de l'avoir comme père, puisque quand Gabin, je me souviens, il me disputait finalement, parce que Gabin me protégeait, et Bernard était très jaloux de ce que Gabin faisait pour moi, donc il essayait de me tirer. Enfin bref, c'était encore une fois presque trop d'amour. Tu l'as rencontré dans l'affaire Dominici, Gabin? Non, c'était avant, je crois. Je l'ai rencontré dans Le Tueur. Un film de Denis de la Patelière où il y avait Bernard Blier d'ailleurs. J'avais une petite scène comme ça où je me souviens encore, Fredo Barbage tombé en 68, enfin des choses. Et donc il y a eu tout de suite une espèce de coup de foudre comme ça quand ils m'ont vu arriver. Moi, bien entendu, je ne l'ai pas senti parce que j'étais assez insolent et puis jeune, quoi, tranquille. Et donc, il y a tout de suite cette chose. Et je l'ai eu comme père. Donc, j'ai eu Gabin comme père. J'ai eu après, ensuite, Bernard Blier. Et je ne connaissais pas Bertrand Blier, son fils. Donc, lui me connaissait par rapport à son père. Donc, finalement, c'était comme un frère caché. Hein. Et quand j'ai rencontré Bertrand sur Les Valseuses, où Clodon disait faut pas prendre lui, c'est un type qui va faire peur aux femmes, c'est pas possible, c'est un type, il est laid. C'est vrai, j'avais une tête, j'étais rasé, je m'entraînais à la boxe, j'avais des cocards partout. Et il me dit mais c'est pas possible. Et je jouais une pièce de fou avec Claude Régis chez Gardin, c'était en 70 par là. Et il disait mais c'est pas possible, on peut pas en courir à la catastrophe, quoi. Un film de... Ce qu'il y a de fou avec Bertrand Blier, tu lui dis, il faut qu'on arrête tous les deux, il faut que tu travailles avec quelqu'un d'autre. C'est extraordinaire, ça. Puis à la fois, tu vas tourner un film avec lui bientôt, enfin dans quelques temps, Merci la vie. Oui. Ben, jamais le cordon sera coupé. Non, parce que puis en plus, je pense que on peut dire ça, j'ai dit ça sur Trop belle pour toi, parce qu'on était vraiment très, très inquiets. Mais il est évident que je ne me rendais pas compte de ce que je disais, parce que je pense que ce serait extraordinairement douloureux pour moi si j'arrêtais de travailler avec Bertrand. Mais tu dis, on se comprend un peu trop vite. Oui, mais c'est encore une fois des phrases un peu dites trop vite. Forcément, quand on tourne, on a une telle... Enfin, moi, je suis tellement à l'intérieur des gens que c'est vrai que j'ai l'impression que ça va trop vite, parce que je vois trop vite et c'est tout. Bon, mais c'est uniquement dans le tournage. Il est évident que dès qu'on ne tourne plus ensemble ou dès qu'on se rêve, il y a un manque. Il y a un manque terrible. Alors c'est pour ça que j'ai été pleurer le rôle chez lui. Je disais, bon, bah merde, bon d'accord, c'est une connerie. Alors fais-moi un truc comme ça, je sais pas, quelque chose. Et puis donc on le fait.
On a fait les éclairages sur ceux que tu aimais, et ce que tu viens de dire d'eux va prendre toute sa valeur quand j'aurai cité une phrase de la lettre que tu as écrite à Ferreri dans ce livre, où tu lui dis « Ils sont bien, tes films, je n'ai pas été déçu parce que je n'ai pas été amoureux de nous. » C'est une cruauté. C'est pas cruel, je crois que c'est Ah, juste. tu crois? Non, non, c'est pas cruel. La cruauté, c'est ce qu'on cache. La cruauté, c'est une vengeance. Non, non, je crois que c'est des lettres de vrais amants. Ça, ce sont des vrais. Je pense que Balzac pourrait écrire ça. C'est normal. Enfin, je dis Balzac, attention, je ne veux pas me jeter le propos pour Balzac. Non, non, je pense que c'est dans les rapports, dans une correspondance. Si on veut vraiment jouer le jeu de la correspondance, c'est au moins ça, une correspondance. Ah, dans ce livre, Lettres volées, qui est paru il y a un an d'ailleurs chez Jean-Claude Lattès, je dois dire qu'il y a une sincérité. Mais c'est au moins ça. Si dans la correspondance, on ne peut pas être sincère, il y avait des traits. Enfin, toutes les correspondances, quelles qu'elles soient, d'amour, je veux dire, une rupture, ça ne peut se faire que par lettre. On ne peut pas dire à quelqu'un je ne vous aime plus. C'est complètement, c'est hors de question. Je veux dire, c'est hors temps. Ça ne veut rien dire. Hein? Vaut mieux même gifler, et encore gifler, c'est de l'amour. Dans une lettre, on fixe, c'est comme un contrat. Et quand on dit la chose, c'est clair, c'est précis, ce n'est certainement pas cruel. La précision n'est jamais cruelle, elle est irréfutable. C'est terrifiant. Mais la cruauté, c'est autre chose. La cruauté, c'est une... je dirais que c'est plus dans les liaisons dangereuses, quoi. C'est plus un jeu. Hein. Mais la précision, on n'a rien de... Elle est terrifiante, mais elle n'est pas cruelle. Mais je trouve qu'il vaut mieux, parce que il ne faut pas se raconter l'histoire. C'est pas entre gitans qu'on va se raconter la bonne aventure. Je veux dire, c'est pas... Ça veut rien dire. C'est pas la peine, je veux dire, et je sais que moi, là-dessus, sur Ferré, d'ailleurs, ces films le prouvent à la fin. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec lui-même. Ça n'empêche pas que ça peut être un grand artiste aussi. Une rencontre alors tout aussi importante que celle dont tu as parlé, Truffaut, Weber, Oui. Piala, Billet, Peter Weir, qui est australien, et qui a tourné, enfin qui a fait comme film Le Cercle des Poètes Disparus, pour citer le dernier, qui fait un très très grand succès, L'année de tous les dangers, Witness, et qui t'a demandé d'être l'interprète de Green Card. Je dis en deux mots ce qu'est la Green Card. C'est la carte qui permet de travailler aux États-Unis, voilà, qui est très recherchée par tous les étrangers, évidemment. Bon, alors, les Américains, il paraît, disent, non, je ne sais plus qui dit ça, je crois que c'est un producteur américain qui dit Depardieu, c'est un acteur pour les grandes villes en Amérique. Oui. J'adore cette définition. Non, c'est moi qui ai dit ça parce que c'est la méthode des... Ah, c'est tout à fait un autre boulot là-bas. Hein. C'est vraiment Enfin, je parle de la production, quoi. Ce sont des gens qui font énormément d'erreurs, mais c'est complètement dans le système américain, quoi. C'est des types, bon, comme ils vont à l'école. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place. Dans la littérature, par exemple, il y a la fiction, et puis il y a l'histoire. Le reste, ça n'existe pas. Il n'y a pas de la poésie, par exemple. Ils ne savent pas où la situer. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un écrivain poète. Hein, quelqu'un qu'on... Bon. Alors, c'est la fiction. Est-ce que c'est fiction-histoire? C'est quoi? C'est une histoire vraie ou une fiction? Voilà. Eh bien, le système de production, c'est pareil pour eux. Alors, j'étais très frappé parce que il y avait un producteur, Ed Feldman, qui était un exécutif de Katzenberg, qui est donc de la Walt Disney, qui est une des grosses majors de l'équipe américaine, et qui donc achète nos films. Il dit, mais qui produit Trop belle pour toi? Je lui dis, c'est Bertrand et moi. Ah bon? Il dit, vous avez vendu les droits? J'ai dit, oui, à la Paramount. Ah bon, c'est bien, parce que je pense qu'on peut faire un beau film en Amérique avec des acteurs américains. Je dis, ah oui, très beau, aucun problème. Je dis, heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas avec Batman et avec les glues que tu vas mettre sur la gueule des gens que faut quand même inventer des histoires, je lui dis, tu vois, c'est... J'ai rendu le chien de la chienne. Et donc, le discours est de cet ordre. Alors je lui dis, moi je sais très bien là-dessus, je ne parle pas américain, je n'ai pas l'intelligence de la langue américaine sont complètement bloqués par la télé. C'est-à-dire que c'est très difficile de capter le public plus de 10 minutes dans un film. C'est pas le zapping, c'est la publicité. Parce que eux, ils ont une chance, ils n'ont pas de zap. Il faut vraiment se déplacer pour bouger le bouton de la télé. Il n'y a pas beaucoup de zapping. Mais alors, toutes les 10 minutes, il y a la pub, il y a le matraquage et tout ça. Et ils ont l'habitude de ça. Alors, en général, c'est pour ça qu'ils bouffent. Mais en tout cas, c'est un public absolument fascinant.
La critique new-yorkaise, je crois, t'avait décerné Oui. une très haute récompense, meilleur acteur, Oui, ben en 83, ils m'ont filé pas new-yorkais, ça c'est l'Amérique. l'Amérique. Et là, ils m'ont refilé en 80, je sais pas quand c'était, je sais pas, l'année dernière, je crois, ou cette année, l'année dernière, 89. Ils m'ont filé le meilleur acteur étranger encore, ça fait 2 fois. Mais c'est les 54 grands critiques de toutes les États-Unis, quoi. Non, là je peux dire que je suis très aimé là-bas, au niveau critique, au niveau artistique, ils m'aiment vraiment beaucoup, hein. Alors, il y a la rencontre avec Peter Weir, parce que toi, tu fonctionnes comme ça. Mm. Et ça, c'était une très grande rencontre. Tu l'as vu en Australie, vous vous êtes rencontrés. Oui. Et bon, il y a une histoire. Bon, ça, il y a un autre membre dans la famille, quoi. Oui, d'autant plus que c'est vraiment venu comme ça, parce que il a découpé la photo sur un magazine, il l'a mis. C'est vraiment une belle rencontre parce il sortait d'un échec pour lui qui était terrible, qui était Mosquito Coast. Oui. Quand je dis qu'il était terrible, c'est parce que c'était une histoire qui lui tenait vraiment à cœur, hein, cet homme. Je dis dans 2 mots, c'était l'histoire d'un écologiste un peu Voilà. fou Mm. et qui allait jusqu'au bout de son paroxysme. C'est Voilà. ça, mais qui l'est malheureusement dans la jungle et qui a entraîné 25 millions de dollars avec lui. Mais lui, c'était donc une histoire qui lui plaisait, c'était un roman de Paul Theroux, et ça lui plaisait beaucoup. Peter est quelqu'un comme ça. C'est de même que dans l'année Tous les dangers, il va montrer 3 histoires en parallèle, qui est La misère de la guerre, qui est le reportage La journalistique. dictature en Indonésie. La dictature, le reportage des journalistes à l'intérieur de comment informer le monde. L'histoire d'amour. Voilà, et puis l'histoire d'amour. Et dans ce film, qui est sur la guerre, les choses, il y a un désir inouï. On sent une sensualité, et il n'y a qu'un baiser dans ce film. Il faut voir avec Sigourney Weaver et Mel Gibson. Et donc c'est quelqu'un qui me touche beaucoup par ça, parce que, je veux dire, c'est toujours, on tourne autour, c'est une ronde de séduction, quoi. C'est souvent comme est le cinéma, c'est quelque chose de, comme dit Godard, ou je crois que c'est Friesland, le cinéma est quelque chose de très jeune, c'est pour ça qu'on lui fait beaucoup de mal. Ce qui te plaît, finalement, c'est une pudeur commune que vous devez avoir. Oui, et donc certainement, bien sûr. En plus, c'est parce que je trouve qu'on perd son temps à s'expliquer. Ce qui est bien, c'est de montrer. Alors, et Peter montre parfaitement. C'est peut-être le seul metteur en scène qui soit aussi près de l'acteur, je dirais. C'est ton 4e film en anglais, 1900 avec Bertolucci, qui présidera le jury de Cannes, qui préside le jury de Cannes, Rêve de singe Ferreri, I Want to Go Home René. Oui. Et alors, il y a une histoire extraordinaire là. Tu expliques dans le studio que tu n'as pas suivi des cours en anglais, mais que le professeur Tomatis, que tu avais déjà rencontré, parce qu'à 17 ans tu avais eu des problèmes, tu parlais plus, Oui, t'avais complètement rééduqué, là, si on peut dire, et lui te fait écouter le bruit de fœtus américain. oui. Mais c'est complètement fou, ça. Tu peux développer un petit peu ça? C'est-à-dire que moi, le problème que j'avais quand je suis allé chez Tomatis, c'était à 15 ans, quand j'étais donc au théâtre, j'avais un blocage, je n'arrivais pas à parler. Et c'est-à-dire que j'écoutais trop, et je n'arrivais plus à émettre. Donc je ne pouvais plus poursuivre. Alors il m'a rééduqué avec des sons. Il a calmé un peu, il a réglé les niveaux d'oreille, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que l'agression de l'audition n'empêche plus l'émission. Et là, j'ai été le revoir parce que je lui dis, tiens, c'était quand même, c'est parce que je me souviens que j'avais fait un travail magnifique là-bas et que j'avais développé une mémoire phénoménale, et que ça a été aussi l'ouverture rapide au théâtre et à toutes ces choses, et puis au langage surtout, ce qui était vraiment la chose qui comptait le plus pour moi. Alors je me suis dit, finalement, je me retrouve la même situation que 20 ans en arrière. En Amérique, c'est la même chose, je balbutie. Alors j'ai dit, tiens, j'ai été voir Tomatis, et il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais te faire quelque chose ça fait quand même, lui, il n'a pas cessé de travailler pendant 20 ans, donc ça s'est nettement amélioré. Et toujours sur la même base, c'est-à-dire que le fœtus entend tout, et que le cerveau se forme dans l'utérus je crois que c'est en 3 semaines. C'est 600 millions d'années concentrées en 9 mois. Hein, c'est-à-dire il y a un potentiel, c'est carrément génial dessus. Et donc il m'a fait entendre ce que le fœtus commence à entendre à 4 mois, les sons de la voix de sa mère. Et il travaille beaucoup sur Le Petit Prince de Saint-Exupéry, de même que sur les musiques de Mozart, parce que le texte aussi a une importance. Et donc il m'a fait passer des bandes qui sont très fatigantes à épuiser. Je me souviens, un jour j'ai fait 2 heures de travail et j'étais dans un état d'énervement, mais je n'ai pas dormi pendant 2 nuits, tellement ça m'avait agité la tête.
Comme ça, je ne sais pas, on entend des sons, comme ça, qui sont les sons américains. C'est incroyable. Alors ça, il faut le vivre, c'était des expériences à vivre et c'est passionnant. Et mes résultats concrets. Résultat, c'est-à-dire que je comprends tout, puisque je n'ai pas fait suffisamment, c'est-à-dire j'ai pu travailler là-dessus que 8 jours, 10 jours exactement. Il aurait fallu 3 semaines avec des repos, un peu. Et j'ai travaillé. Le résultat des cours, c'est que je comprends beaucoup plus les questions que mes propres réponses. Alors donc, je me démerde avec ça, que j'ai à peu près. C'est pas du tout pour travailler l'accent ou pas, parce que l'accent, je m'en fous, puisque je joue un français, puis que j'ai pas besoin de changer les rayures du zèbre. Je serai toujours un français pour les Américains, et tant mieux. Parce que je pense j'ai à peu près une trentaine de films en Amérique dont à peu près 15 succès qui passent aux télévisions régulièrement. Et c'est comme ça qu'ils me veulent. Alors ils sont très heureux si je peux parler anglais. Justement, le film de Peter est magnifique pour ça. Tu es un musicien donc français. on va faire ça. Voilà, parenthèse, tu as rencontré Belmondo. Vous avez parlé du Cyrano? Je l'ai rencontré avant qu'on ne fasse les deux nôtres. Moi, Oui. j'inaugurais un bar, et il y était aussi, et il m'a vu déjà en Cyrano, avec ma moustache et les cheveux longs, et lui, il commençait à souffrir des angoisses et tout ça. Et il me disait, c'est dur et tout ça. Je disais, oui, mais ça vaut le coup, c'est formidable. Bon, je n'ai pas vu la pièce de Belmondo, je ne sais pas, je connais les mises en scène de Robert. Je pense que Robert Hossein ne voulait pas y aller au Cyrano. Je crois qu'il a eu raison parce que la pièce elle était jouée par Jacques. Mais quand un acteur comme Belmondo a envie de faire une chose, je trouve il faut respecter ce désir. Alors je ne suis incapable de juger ce qu'il a fait. Je sais que c'est très difficile à faire au théâtre parce que la pièce a beaucoup de poussière. Mais moi, je suis prêt à parier une caisse de bouteilles de ton vin, dont on va parler dans quelques instants. 15 jours, tu te feras Cyrano sur scène. Oui, mais certainement. Mais pas avec. Je ferai Cyrano comme on a envie de le faire, à savoir, c'est certainement pas une mise en scène comme celle de Robert. Je veux dire qu'il y a 1000 choses à trouver. Et c'est vrai que je pense pas que ce soit un bon mélange. Mais encore une fois, je ne juge pas. Je dis qu'il n'a pas choisi la chose la plus facile à faire. Voilà. Et alors au théâtre, il y a des très très grands projets, là encore aussi. Oui. Bon, il y a Othello avec de Sartre qui a été Oui. un Hamlet magnifique. Il y a Gilles de Rais qui fut avec Hugo Claus, qui a été le compagnon de Jeanne d'Arc et qui était parallèlement aussi un homme, une très mauvaise réputation, meurtre, viol, etc. Il te fascine beaucoup ce Gilles de Rais, parce que c'est pas la première fois que... Non, ce qui est fascinant, c'est un peu le parcours, c'est un peu comme ce que j'allais dire, comme les saints, quoi. Ce sont des gens qui souffrent énormément. Le discours que Gilles a, ce qu'il dit devant ses juges, ce qui est donc au procès, c'est qu'il a dit que le ciel est vide. Il dit que Dieu n'existe pas à partir du moment où il a laissé brûler Jeanne d'Arc, donc sa Jeanne. On a laissé brûler cette femme sans la tuer avant, quoi. Il a été choqué véritablement par cette justice. Et là ont commencé ses crimes. Et il a simplement, il a essayé de vendre son âme au diable en faisant des sacrifices d'enfants. Le plaisir qu'il y prenait, en tout cas, il s'est rendu compte de ça. Dans son procès, c'était ça. C'est un peu trop simple de dire que c'était un monstre. C'était certainement un monstre beaucoup plus monstrueux que ce qu'on peut imaginer nous-mêmes. Mais comme dans tous ces gens-là, de même que je pensais à Thierry Paulin, ce jeune homme qui assassinait des vieilles dames. Oui. Bon, le juge que j'ai rencontré après m'a dit que à partir du moment où il a vu qu'il avait le sida, il a commencé à écrire, et ses lettres sont des déchirements de toute beauté. Bon, ses crimes sont atroces, mais ce qui est intéressant dans l'acte théâtral, c'est justement ces rédemptions, c'est ça la vraie tragédie, c'est d'essayer de revivre. Il nous reste peu de temps, mais on ne peut pas quand même finir sans parler, sans parler de ton nouveau rôle. Vigneron, propriétaire viticole. Oui, c'est ça, plutôt vigneron. J'ai mis sur mon passeport vigneron. Ah, sur ton passeport, il y a vigneron. Il va y avoir marqué vigneron, là je vais le changer, il y aura vigneron. Oui. Parce que d'abord, j'ai eu la chance je rêvais beaucoup de l'Anjou, parce que l'Anjou est un pays qu'on ne connaît pas bien, notamment ses vins. Quand on sort avec Carmet, on connaît après. Oui, mais même Jean ne connaissait pas bien, connaissait la Touraine, mais ne connaissait pas bien l'Anjou, notre Jeannot. C'est moi qui ai mis le nez dedans.
Et donc, justement, il y a un château, le château de Timier, qui est juste à côté d'un des châteaux où Gilles de Rais est passé, par exemple. Voilà. Alors cette année, mise en bouteille? Ah ben ça y est, c'est parti, la 89. J'ai fait une cuvée Cyrano, d'ailleurs, qui est vraiment une cuvée sans, comment dire, complètement franche. C'est-à-dire je n'ai pas acheté 1 kilo de sucre, contrairement à beaucoup de vignerons. J'essaye de faire un vin qui a le goût de vin. Alors, c'est difficile, encore une fois, hein, de le faire, mais enfin, c'est difficile de le faire, c'est difficile je comprends pourquoi les vignerons, parfois, parce que c'est vrai que tout est très cher, ils ont besoin de pognon. Moi, je fais ça par passion, donc j'essaie de le faire le plus pur possible. Alors, il est effectivement, parfois, il est un peu dur en attaque, mais avec un peu de temps, tout ça s'adoucit, comme moi, finalement. Ça sera l'adieu aux armes, ça, cinématographique, c'est le devenir, ça? Oh non, je pense pas qu'on puisse adieu aux arts, on peut dire adieu au cinéma. Non, non, je crois que c'est un moyen de faire encore du cinéma, mais avec encore plus de distance, un autre point de vue. Puis c'est peut-être aussi un stabilisateur dont tu as besoin. Ah, moi j'ai besoin de ça, oui. J'ai besoin de campagne, de nature, et c'est vrai qu'une maison à la campagne, si on n'a rien à faire dedans, ça me fait chier. Mais quand on voit des cèpes qui poussent et des grappes à voir, comme ça, soyez, et puis l'angoisse du vigneron, l'angoisse du paysan, c'est des angoisses qui sont valables. Dans ton livre Lettres volées, ce sera très bref, il y a un certain nombre de lettres que tu adresses à tes amis ou à ceux que tu aimes moins. Il y a une lettre, je n'en lis pas des extraits parce que je considère toujours qu'il y a des choses qui doivent être lues et Oui, pas dites, oui. où tu dis à ton père ce que tu avais à dire. Oui. C'est seul de tout compte avec l'enfance, cette lettre-là? Oui, tout à fait. J'ai jamais. De toute façon, je pense que j'ai eu une enfance absolument heureuse. Vraiment. Il y a pas de. J'ai une enfance, mais même privilégiée, je dirais, puisque je n'ai pas eu d'interdit. Le seul. Je crois que inconsciemment, il y a eu beaucoup de caresses, mais j'ai eu cette chose terrible, c'est que j'ai toujours eu un regard de quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est tragique pour les gens qui vivent autour de. Veille sur toi et merci pour ce formidable Cyrano. Merci. Merci Christian, à bientôt.